Titus Burckhardt, aperçu sur la connaissance sacrée. Le folklore dans l'art ornemental. Tout art ornemental peut être réduit par l'analyse à une gamme d'éléments géométriques qui paraissent trop simples et naturels pour devoir être justifiés par une longue filiation historique. Aussi, retrouve-t-on assez fréquemment chez des érudits modernes la tendance à défendre la thèse de la création spontanée d'une gamme ornementale, éveillée par les exigences techniques ou autres d'une décoration. Mais la perspective horizontale, qui est à la base même des sciences historiques modernes, aboutit de plus en plus, dans la mesure où la documentation augmente, à faire ressortir la stricte filiation du plus simple élément ornemental, à tel point que la théorie de la création spontanée paraît se convertir graduellement en son contraire. D'une façon générale, et avant d'aborder la question plus spéciale du folklore dans l'art ornemental, nous devons constater que l'opposition apparente de ces deux points de vue n'est due qu'à une fausse conception de la spontanéité artistique elle-même. En vérité, ce qui fait l'élément créatif de n'importe quelle forme ornementale, l'élément dont elle est déduite par une série plus ou moins longue de permutations et de multiplications, consiste toujours dans un des tracés géométriques simples et fondamentaux, tels que le cercle, le triangle, la spirale ou bien encore tels que la combinaison essentielle du cercle et de la croix. Ce sont ces sauts élémentaires qui seuls peuvent être appelés spontanés, en ce sens que leur simplicité synthétique ne peut plus être soumise à l'analyse. De là, on se rendra facilement compte que la spontanéité et la dépendance d'une création ornementale se rejoignent en un seul et même point. Il ne saurait y avoir d'invention ornementale qui ne soit pas virtuellement contenue dans ces idées platoniciennes du spatial, qui s'expriment le plus directement par les figures géométriques simples, comme celles que nous venons de mentionner. Or, ce sont précisément ces figures simples qui constituent la continuité traditionnelle de toute expression spatiale. Le sens vertical de la spontanéité trouve son reflet exact dans le sens horizontal de la dépendance. Ajoutons pour prévenir certaines objections que cette loi d'analogie, si stricte qu'elle soit, se soustrait à tout schématisme dogmatique. Ainsi, par exemple, le passage d'une forme circulaire à une forme polygonale, s'opérant suivant de multiples nuances, peut puiser toute son irrationnelle saveur dans l'idée géométrique qui s'exprime le plus nettement par la combinaison du cercle et du carré, sans que la relation entre ce prototype et son application puisse être calculée rationnellement. Ce n'est d'ailleurs que d'un point de vue superficiel que la forme la plus compliquée paraîtra idéalement la plus riche. En vérité, ce qui est le plus simple et le plus cristallisé dans l'ordre manifesté correspond à ce qu'il y a de plus ample dans l'ordre des idées. Nous avons choisi avec soin cet exemple typique du passage du cercle au carré, passage qui exprime la perfection de tout cycle, car il peut montrer, par sa transparence symbolique, que la spontanéité dont nous venons de parler et que l'on peut aussi bien appeler intuition n'a rien à faire avec une soi-disant spontanéité individuelle, ni à plus forte raison avec la prétendue spontanéité populaire collective dont il est si souvent question dans les théories modernes de l'histoire de l'art. Malgré certaines apparences dont nous reparlerons plus loin, toute spontanéité d'ordre individuel n'arrive qu'à se débattre vainement dans le filet des fatalités historiques. Il n'y a de spontanéité véritable que dans la mesure d'un assentiment des essences transcendantes, dont l'opposé symbolique se trouve dans les formes simples qui se perpétuent dans le temps. La révélation correspond toujours à la tradition. Ayant tracé le cadre de cette loi générale qui est beaucoup trop synthétique pour être à la portée d'une science expérimentale, nous devons spécifier que certains motifs ornementaux, plus déterminés et plus particuliers, manifestent une telle continuité historique que quelques érudits, inspirés d'ailleurs par des tendances vaguement pseudo-traditionnelles, ont cherché à retracer la descendance de ces motifs ornementaux jusqu'à ce qu'ils appellent une écriture primitive de l'humanité.
s'appuyant sur les travaux de J.B. Tilak, note de bas de page. Voir études traditionnelles, The Arctic Home in the Veda, numéro de mai 1938 et suivant. Retour au texte. Et utilisant de récentes découvertes de gravures sur rochers en Amérique arctique, ils ont voulu reconstituer les caractères de cette écriture et en expliquer le sens. Partant du préjugé moderne de ne voir dans les symboles des peuples primitifs qu'un naturalisme rudimentaire, tout au plus avec le sens obscur d'un culte de la nature, ils ont interprété leur récolte de figures symboliques dans les sens d'une notation astronomique naïve. Cette interprétation eut l'avantage de donner un certain nombre de résultats relativement homogènes, et cela en raison de la nature symbolique des cycles astronomiques mêmes. Mais ce qui n'est qu'une pure correspondance, si toutefois on peut retracer les termes, on le prit pour le sens ultime. En vérité, à l'origine de tous les motifs ornementaux sont les symboles de la tradition primordiale. C'est sous la forme d'ornements que ces symboles passent dans le folklore, c'est-à-dire qu'ils sont conservés par la conscience purement passive et horizontale de la collectivité, qui est, par son caractère terrestre, encore comme l'opposé ou le reflet inverse de l'esprit qui les créa. Le sens spirituel reste naturellement inhérent à leur forme, et il détermine même leur destin purement ornemental. Ainsi, par exemple, la double spirale qui est en elle-même l'hiéroglyphe des deux phases de tout cycle, note de bas de page. Voir l'article de René Guénon, La double spirale, dans le numéro de mars 1936 des études traditionnelles. Retour au texte. Donc, de toute alternance rythmique, trouve une expression prépondérante dans l'ornementation, dont le but instinctif est précisément ce qu'on pourrait appeler la rythmisation d'un objet par rapport à son état brut. C'est la double spirale qui donne naissance à l'arabesque continue, et sous une forme rectangulaire, aux ornements comme le méandre. Chez les peuples sédentaires, elle se transforme peu à peu en un ornement d'aspect végétal, la tige ondulée. Elle ne garde pas moins son sens, la signification de la manifestation cyclique se combinant avec celui de la croissance végétale. Son aspect de manifestation se rend même plus explicite par l'adjonction de fleurs fermées et épanouies, ou de feuilles et de fruits. Cependant, dès qu'elle subit un développement en quelque sorte analogue à celui de son modèle végétal, elle se complique, se ramifie et finit par perdre son caractère ornemental immédiat. Elle garde généralement sa forme primitive dans l'art des peuples nomades. Note de bas de page. Sur la différence des mentalités nomades et sédentaires, voir l'article de René Guénon, Caïn et Abel, dans le Voile d'Isis, numéro de janvier 1932. Retour au texte, qui favorise d'ailleurs tout ornement déduit de la spirale, pour son caractère éminemment dynamique et rythmique. Et si toutefois par le contact avec une civilisation sédentaire, un art nomade subit l'interférence d'un art figuratif à tendance relativement naturaliste, ce sont plutôt les formes animales que les formes végétales qu'ils assimilent aux ornements dérivés de la spirale. La correspondance logique entre certains symboles spiroïdes, comme le yin-yang, et le couple de serpents ou de dragons peut en être le point de départ. Note de bas de page. On trouve des indications très nettes de cette correspondance, non seulement dans l'art mongol extrême-oriental, mais encore dans l'art seldjoukide et dans l'art de l'Europe septentrionale. Retour au texte. Or, nous n'avons pas encore soulevé la question à partir de quelle phase d'un tel développement ornemental on peut parler de folklore. Il paraît en effet extrêmement difficile de déterminer le moment où la signification du symbole inhérent à un motif ornemental devient inconscient. D'une part, un tel obscurcissement peut avoir bien des degrés différents. D'autre part, un art ornemental peut subir à un moment donné l'influence d'un renouvellement traditionnel qui ne va pas jusqu'à rendre conscient le sens de chaque élément d'origine symbolique, mais qui communique néanmoins, par les artistes ou artisans devenus instruments de la tradition, son rythme,
à toute expression ornementale. Il est certain qu'un folklore peut être consciemment préparé par une élite spirituelle pour servir de véhicule transportant l'héritage symbolique d'une tradition à une autre. Mais d'une façon générale, l'existence du folklore exprime tout simplement le caractère purement réceptif et réflectif de la substance mentale de l'humanité. Note de bas de page. C'est d'ailleurs en tant qu'application de l'analogie inverse du haut et du bas que la formation d'un ensemble folkloriste peut faire partie intégrante de l'œuvre spirituelle d'une élite. Retour au texte. Ce n'est qu'en apparence et par une sorte de mirage qu'un ornement individualiste paraît de cette parfaite dépendance des origines symboliques. En vérité, l'art individualiste ne crée nullement des formes originales, il n'en fait que des applications très spéciales, imprégnées par des courants psychiques qui ne sont eux-mêmes que des dérivations horizontales d'une influence traditionnelle. Et ce n'est effectivement que par l'influence de ces mêmes courants que le mirage d'une création artistique se produit chez le spectateur. Car aussitôt que la présence d'une véritable influence spirituelle dissout cette suggestion, le caractère limitatif et laid, propre à tout envoûtement, devient manifeste. L'abandon même de l'effort purement spirituel d'une civilisation déclenche une forte expansion dans le domaine psychique qui entretient le mirage dont nous venons de parler. Mais avec le temps, les réservoirs de force psychique vitale, accumulés jadis par une discipline traditionnelle, s'épuisent. Pour jouir d'une nouvelle potentialité psychique, il faut que le niveau de manifestation s'abaisse de plus en plus. Si aucun redressement n'a lieu, la recherche individualiste aboutit à invoquer l'opposé infernal même de la tradition. Théoriquement, cela peut être préparé par des doctrines comme celle de l'origine populaire et collective de l'art dans une véritable adoration du folklore. Note de bas de page. Comme si la continuité même du folklore n'était pas en contraste évident avec toute prétendue origine populaire instinctive. Retour au texte. Que l'on envisage alors, sans y appliquer, la perspective de l'analogie inverse. Pratiquement, ce renversement s'exprimera par un apparent retour aux formes géométriques simples, abstraction ne procédant pas de la synthèse, mais de la désintégration, et par une composition au rebours de tout véritable rythme. Note de bas de page. L'un des symptômes des plus significatifs est la haine de la symétrie. Retour au texte. Au moyen de toutes sortes d'artifices suggestifs, on donnera aux formes abstraites l'aspect de quelque chose de bizarrement absolu. Note de bas de page. Voir l'emploi des matériaux. Retour au texte. Des illusions d'optique y joueront un rôle prépondérant. Tout ce que nous venons de dire à propos de l'art ornemental s'applique naturellement de même en son essence à l'art figuratif. Il est d'ailleurs évident qu'aucun art ne saurait tirer de la nature des formes qui ne soient pas virtuellement impliquées dans ces germes, que nous avons appelés les sceaux géométriques. Aussi, tout art figuratif traditionnel procède-t-il d'une science de l'analogie qui base la relation de l'image à son modèle sur un symbole géométrique correspondant à une qualité spirituelle inhérente à la chose qui doit être représentée. C'est là, du reste, la raison pour laquelle la sculpture et la peinture traditionnelles restent toujours ornementales. Ne tirant pas leur raison d'être d'une imitation illusionniste de la nature, ni de l'éveil d'une passion, elles gardent toujours le caractère objectif de ce qu'elles sont, à savoir des formes géométriques ou des couleurs étalées sur un plan.